Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans N1, c'est le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour votre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité basket et on a un très très gros dossier à aborder cette semaine. On va pas perdre de temps. Je vais vous présenter tous les chroniqueurs, chroniqueuses qui sont là évidemment cette semaine et on va attaquer tout de suite dans l'ordre. Yannick, Anna et un invité Tom. Salut à tous les trois. Hello. Salut. Alors attends, j'ai une vraie question. Est-ce que Tom c'est encore un invité? Parce que attends, il vient souvent chez nous. Mi-chroniqueur, mi-invité. Il a son petit rond de serviette comme on dit. Ah ouais, exactement. Tu vois, et juste à côté de sa serviette, il y a le rond avec marqué Tom. Donc nickel. Donc alors bonjour Tom. Bonjour à vous. Merci de me réaccueillir pour ma première apparition sur The Playoff en 2026. C'est vrai que je suis peut-être trop souvent là pour Yannick. Ça lui fait perdre les derniers cheveux qu'il a, quoi. Bonne année, Tom. On parle pas de cheveux bonne année avec toi. Bonne année, Anna. Anna, c'est pas la première fois Non, ça doit être la deuxième fois qu'on en fait ensemble. J'ai un doute. Je crois que c'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois, t'as raison. C'est la deuxième. Mais c'était il y a très longtemps. Eh oui. Ouais, Tom, mais en tout cas, ça fait plaisir. T'étais déjà venu là dans l'année 2025 depuis le début de la saison. Là, on te réinvite parce qu'on a un très gros dossier à aborder. On va vous en parler dans quelques instants. Juste avant, on va quand même faire ta petite promo. T'en as pas besoin parce que tu cartonnes de plus en plus. Mais si. Tu es relayé de toutes parts, c'est incroyable. La chaîne Coast to Coast, Tom et Quentin qui proposent toutes les semaines le Weekly Report. Quand il n'y a pas d'autres dingueries qui sortent entre temps, parle-nous un petit peu. Si t'as droit à 30 secondes réglementaires si tu veux. Bon, allez, je vais en prendre 10 déjà pour te remercier pour cette petite pub, pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et qui continuent à relayer notre Weekly Report en effet hebdomadaire, toutes les vidéos qu'on poste à droite à gauche. On a prévu pas mal de trucs là pour le début d'année. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Continuez à venir nombreux nous encourager et débattre, notamment toi, Chris, qui est un fidèle à nous écouter et à venir débattre. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, venez, on est content de vous avoir. Yes, donc allez-y, n'hésitez pas. C'est tu vois l'épisode que t'as tourné et qui est sorti samedi dernier, c'est le samedi, ouais. Bon, en tout cas, j'ai écouté samedi. J'étais pas du tout d'accord avec toi, ce qui est assez rare, il faut le souligner, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a relayé ça sur les réseaux et c'est cool. Donc on n'a pas toujours le même avis, mais c'est le principe du débat. Et là, je pense qu'on va pas du tout avoir le même avis entre tous les quatre dans cet épisode qu'on va vous proposer tout de suite autour d'un débat, alors que vous avez peut-être suivi dans l'actualité chez nos copains de Trash Talk. Alex et Simon en particulier. Simon que toi tu connais très bien, Tom, personnellement, professionnellement aussi. Simon qui nous a fait aussi l'honneur de venir dans l'épisode. Donc Simon et Alex ont proposé il y a une semaine de ça, il y a quelques jours, une grosse vidéo de 2h30 là autour du top 21, leur top 21 des joueurs du 21e siècle. Donc, vous pouvez retrouver ça chez les copains de Trash Talk. Il y a The Athletic aussi qui avait sorti un top 25 au mois de novembre dernier sur la même thématique. Et donc, on s'est dit que pourquoi pas nous aussi en parler et faire. Alors, on va pas faire un top 21 ni un top 25 parce qu'autant vous dire qu'avec les larrons qu'on a aujourd'hui, ça va durer 4 jours et demi. On va juste s'arrêter à un top 5. Ça va déjà être très très long. Installez-vous, prenez vos popcorn, votre petit coca ou votre petit thé si vous êtes à la diète pour cette année 2026. On va partir sur notre top 5 des joueurs du 21e siècle. OK. Alors, comment lancer tout ça? Déjà, je vais vous poser une ou deux petites questions et après, du coup, on va commencer à rentrer gentiment dans le débat et vous savez très bien qu'avec Yaya, avec Tom et avec Anna, va y avoir du débat. Première question et on va y répondre rapidement, je pense. Est-ce que pour vous, il y a un top 5 évident? Évidemment. Non, je rigole. Oui. Non. Ah, moi c'est ça commence. En fait, quand tu m'as envoyé le thème, j'étais un peu circonspect et finalement, moi, tout de suite, les 5 premiers joueurs ont été. Et après, j'en ai débattu aussi avec mes amis. Et t'as des amis? Ouais. Et tu sais quoi? Et contrairement à vous, qui connaissent bien le basket. Donc voilà. Alors du coup, tu t'es basé sur ce qu'ont dit tes potes ou tu t'es basé comme sur ton objectivité à toi qu'on connaît tous légendaire? Alors, on était pas mal d'accord. On était pas mal d'accord sur beaucoup de choses et voilà. Donc. Ok. Toi, Tom, est-ce que ton top 5 était d'une évidence comme de l'eau de roche ou alors il a fallu un petit peu se creuser les méninges quand même? Impossible de te dire qu'il y avait une évidence. Il y a en fait, pour moi, il y avait 3 joueurs qui sont
imbougeables de ce top 5-là. Et encore, c'est pas forcément le premier, le deuxième et le troisième, mais il y avait 3 joueurs qui, pour moi, vraiment sautaient aux yeux sur le 21e siècle, que je voulais absolument entrer dans mon top 5. Mais par contre, pour tout le reste, et franchement, chapeau à Simon et Alex, parce que j'ai essayé de refaire le truc chez moi, mais en fait, toutes les minutes, tu te dis, ah non, mais en fait, lui, il est ah, mais non, mais c'est impossible. Impossible. C'est le principe du classement, c'est comme quand ils avaient fait le top 100 all-time. C'est tombé pendant le Covid, moi j'avais essayé, tu vois, et pareil, j'avais fait avec des potes, et c'est hallucinant, tu vois, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui rentrent en ligne de compte, et puis, alors là, l'avantage, c'est que on a tous regardé la NBA depuis 2001, puisqu'on va donc voilà, donc on a des choses à dire. Après, on le regarde pas forcément de la même façon, mais voilà, parce que moi j'étais déjà adulte. Vous non, mais moi j'étais déjà adulte à cette période. Donc j'ai une plus grande légitimité que vous. Enfin, c'est ce que bien sûr. T'es déjà en train d'essayer de te justifier tes mauvais choix que tu vas nous aborder pendant 1 heure. Tiens. Mauvais choix. Alors là, tu vois. De fait, t'as un regard qui est différent d'une autre parce que, c'est pas la même génération. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas le même regard sur la NBA que la génération d'après sur la NBA d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas possible de. On évolue et tu vois, par exemple tout bête, à l'époque, en 2005-2006, je supportais pas Kobe Bryant. Aujourd'hui, je vénère Kobe Bryant. Tu vois, genre ça, les choses, elles changent trop. Donc en fait, tu me demandes de faire un classement aujourd'hui, il y a pas de problème, je te le fais, mais dans 1 an, dans 2 ans, il aura sûrement changé le mien. Même dans 5 minutes, en fait. Il n'y a pas de problème. Il faut quand même dire aux gens que quand tu es arrivé là, juste avant qu'on tourne, tu nous as dit que tu avais 10 joueurs. Donc, ouais, j'en ai à peu près 10, ouais. Il y a juste une chose, c'est que aujourd'hui, les narratifs, comme disent les jeunes, sont tellement différentes et que des fois, il y a des joueurs qui sont mis en avant par la ligue et qui sont pas forcément les meilleurs, tu vois, donc et qui après ça change et voilà. Salut Gilbert Arenas si tu nous entends. Bon, alors deuxième question avant de commencer à rentrer. Non. Ah non. Pardon. Deuxième question avant de rentrer dans les noms. Oui. Dans les noms des différents individus qu'on va classer. Quels sont vos critères? Alors on va essayer de faire court parce que il y a du critère. Alors comment vous avez classé ça? Est-ce que vous avez fait du critère purement sportif, purement statistique? Est-ce qu'il y a de la subjectivité par rapport à des souvenirs personnels? Est-ce qu'il y a de l'aura en dehors du parquet? Bah tiens Tom, comment ça s'est un petit peu boutiqué toi intellectuellement pour arriver à tout ça? Parce qu'on sait que certains joueurs, de par des choses en dehors du basket, par exemple, je vais pas te donner d'exemple, vont avoir un aura qui va être beaucoup plus gros que d'autres. Ouais, complètement. C'est très très compliqué en fait. Il y a beaucoup de critères. C'est-à-dire que le premier critère, bien évidemment, c'est le critère sportif. Quelle valeur a réellement le joueur de manière, même si on est dans un sport collectif, quelle valeur a le joueur individuellement? Est-ce qu'il a dominé offensivement? Est-ce qu'il a dominé défensivement? Est-ce que c'est un génie de l'un des deux côtés du terrain? Après ça, tu vas avoir les accomplissements collectifs, les bagues, les accomplissements individuels, les sélections All-Star, les trophées de MVP, les machins. Et très très vite, en fait, ce qui rentre en compte, et c'est là où je pense que je vais pas mal te rejoindre sur ce classement, il y a le côté affect, en fait. Quel souvenir t'as d'un joueur? Est-ce que une action t'a marqué? Est-ce que un shoot t'a marqué? Est-ce que un bloc en 2016 sur André Iguodala t'a marqué? Enfin bref, il y a plein de choses qui vont très vite venir. Mais c'est ça qui est hyper, en fait, subjectif dans ce genre de classement, et encore plus dans ce classement-là. Et pour une fois, j'ai peur de ce que je vais dire, hein, mais pour une fois, je donne raison à mon compère et ami chauve de ce podcast-là. C'est que là, moi, par exemple, dans mon top 5, j'ai 3 joueurs qui sont encore en activité. Donc il y a le côté aussi. What? Doucement, non, mais doucement dans les mentions. Sans dire lesquels, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Quand tu regardes dans les joueurs du 21e siècle, il y en a beaucoup. Mais c'est-à-dire que là, moi, je vais me permettre déjà de classer des joueurs qui n'ont pas forcément terminé leur carrière. Et chose très intéressante, c'est que un joueur qui n'a pas terminé sa carrière, tu n'as pas encore fait la rétrospective de sa carrière et tu n'as peut-être pas forcément le recul nécessaire. Et pourtant, en fait, là où tu te rends compte très très rapidement, c'est que d'ores et déjà dans ce classement, et même dans un classement du top 100 all-time, tu as des joueurs qui sont encore actifs aujourd'hui et qui font déjà partie du top 10, top 15. Alors c'est exactement ça. C'est un des critères aussi pour moi, c'est
est-ce que en fait on a suffisamment de recul pour juger la carrière d'un joueur qui est encore en activité? Pour certains, oui, quand même. Alors pour certains, oui, oui. parce qu'ils sont, tu vois, c'est, il y en a, ça commence à devenir pénible de regarder leur fin de carrière. Moi, je sais pas qui est. Hein. Dans ce classement-là, je sais pas qui est. Ouais, c'est clair. Ah non, mais pour pas les mettre dans le classement, mais tu vois, il y a des joueurs. Ah oui. Il y en a un, c'est pénible quand même. Hein. C'est un peu trop. Après, vous irez voir le classement qu'ont fait Alex et Simon Trash Talk, ou aussi celui de The Athletic, où il y a quelques surprises. Des joueurs comme, alors j'espère qu'ils sont pas dans votre 5, on va commencer gentiment à rentrer dans les mentions, des mecs comme Shai Gilgeous-Alexander ou Luka Doncic, qui sont quand même assez jeunes dans leur carrière au NBA. Alors il y a des exploits individuels collectifs pour l'un, un peu moins pour l'autre, et ils sont déjà intégrés dans ces histoires-là. Donc je pense pas que ces deux noms-là vous les ayez là dans les mentions qu'on va proposer. Pas top 5. Non. Qui Même veut se lancer 5. un petit? Non, mais par contre, Voilà. Chris, moi, j'ai juste une petite question pour toi avant qu'on se lance, parce que ça a été un débat de la vidéo de Simon et Alex, je te la fais très vite. Luka Doncic, pour moi, il est inclassable pour le moment, il n'y a pas d'accomplissement. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de Shai Gilgeous-Alexander? Parce que les gars, sur les 3 dernières années, en fait, c'est qui le meilleur joueur du monde? Enfin, en tout cas, alors, à voir. Est-ce que le range de 3 ans suffit à t'intégrer dans un classement de 25 ans, tu vois? Non, pas forcément, mais par contre, je pense que ce qu'il a fait en 3 ans, il est déjà devant beaucoup de mecs que j'aurais pu classer dans mon top 20. Ah ouais. Juste avec ce qu'il a fait sur les 3 dernières années. Beaucoup de mecs. En tout cas, il peut passer devant certaines personnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas top 10, mais par contre, si tu me dis demain que Shai Gilgeous-Alexander, après ces 3 ans de ces 3 dernières années, il est en discussion avec certaines personnes en bas du top 20, bah je peux l'entendre. Hein, en termes de Avec rôle qui? dans une équipe. Bah, je te prends un exemple tout con. Hein. Dwight Howard. Ah oui. Ah oui, ok. Bah mais tu vois Paul Pierce. Ah non, tu le mets- oh non, non. Ah oui, mais pardon, bah merde. non. Anna, t'es bostonienne. Merde. Ah bah oui, non, mais attends, non. On parle de Paul Pierce ou à Brooklyn? La fin de carrière de l'enfer. Anna, Chris Paul, tu le mets devant Shai Gilgeous-Alexander? Ah non. Et alors, Et faut arrêter tu vois, de alors blasphémer. c'est la remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est que Chris Paul, en fait, je l'ai vu, je sais plus dans quel classement, je l'ai vu devant Steve Nash. Déjà, moi, là, ça me dérange, tu vois. Pour moi, Steve Nash, Steve Nash, il va au-dessus de Chris Paul pour moi. Mais c'est un ressenti personnel. Mais tu vois, c'est très personnel. Mais dans le classement... Ouais, mais oui, il est obligé d'aller au-dessus parce qu'il a la bague, il a le MVP, il a des choses, tu vois, que Chris Paul n'a pas. Oui. Il a des saisons records. Ça me fait mal au cœur. Steve Nash, il a pas de blague. Il a pas de bague, Steve Nash. Non, mais... Ah non, il est juste 2 fois MVP. Mais c'est générationnel aussi. Juste un truc. Moi, Steve Nash m'a plus fait vibrer que Shai aujourd'hui. Hein. Enfin, pardon, mais Steve Nash à l'époque de Phoenix, franchement, c'était quelque chose. Attends, et je sais qu'il n'a pas de bague, tu vois. Ça gagnait pas en playoff, c'était pas. Bon. Ouais, et attends, juste un truc. Et attends. Vas-y, Yannick, et après on y va, parce que sinon on va pas y aller. Steve Nash me donne beaucoup plus d'émotion que le jeu de Shai. Mais c'est personnel, c'est subjectif. Alors, je vais juste te dire un truc qui m'a été soufflé par un de mes amis. Pour te donner le niveau de Steve Nash, il s'est fait laver par Makan Diomassi. Comment ? Il s'est fait laver par Makan Diomassi. Donc rien que ça, tu vois, il est disqualifié. Allez, hop, au revoir. Bon, alors je préviens, on va se lancer. Je préviens tout de suite. J'ai ici sur mon écran coupé le son. Ok, donc à n'importe quel moment, je peux couper votre micro si vous me gonflez et qu'on ne peut pas avancer. Alors, c'est Philippe Catherine. C'est Philippe Catherine et je coupe le son. Je coupe le son, très bien. Et je remets le son. Bon allez, on commence les mentions. Qui veut donner une première petite mention qui Alors on y va. On y va mollo. Hein. Nous sortez pas une dinguerie et on se dit on est d'accord, on n'est pas d'accord et on enchaîne. Vas-y Yannick. Moi j'y ai pensé, mais il a pas fait le cut. C'est Ross West. Ouais. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Ça fait pas le cut non plus. Ouais, mais c'est top 10. 2 saisons en triple-double, les gars. Non, plus. Non, mais d'affilée. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, il y a 3 ou 4 saisons en triple-double. Ouais, il est MVP, Mais on est d'accord, il n'intègre pas le top 5 pour aucun de nous 4.
Non. Bon, je vais on est me d'accord. mettre. Et pourtant, Dieu sait que tu Non, l'aimes, il est Chris, top mais 10. moi, il l'intègre pas mon top 10, Russ, hein. Ok, ouais, non, j'ai eu peur là parce que bah vous voyez pas, on est en podcast, mais on a vu ta tête. Je dis oh là, il commence une dinguerie. C'est comme t'as parlé de joueurs en activité en plus. Ah ouais, non. Ah Non, non, mais Ah d'accord. ouais, mais trop d'attache. Mais non. les triples Ouais. doubles, ouais, moi je suis pas fan, mais les Non, triples non, il est Je pas doubles. top sais. 10 non plus. Ok, Je sais, ok. je sais, tu vois, Yaya, mais pareil, Chris Paul, 10 000 passes en carrière, c'est pas ça qui va te le mettre top 5, hein. Oh non, mais Tu vois? Chris Paul, au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. C'est la loose absolue, tu vois. Et lui, il a sa carte à la Fédération française de la loose, donc Ah c'est oui. bon. Non. C'est sûr. Allez hop, dégagez-vous. Allez, on continue. Tiens, Tom, une mention là, une ou deux, et après on va embrayer. Et bah, moi, tu vois, une mention où pendant 5 minutes, je me suis dit, putain, est-ce que je l'intégrerais pas dans mon top 5? Et en fait, finalement, les noms sont arrivés très derrière. Mais tu vois, Dwayne Wade. Ah, il est Hmm. dedans aussi. Ah moi Et aussi, je les donne ben, mention. j'ai réfléchi, Dwayne Wade, hein. Ah, il tape à la porte, comme on dit. Tiens. Non, mais attends, Ouais. et tu t'imagines, le gars, c'est le boss de Miami. Ah ouais, non, mais il y a trop de trucs, Et- Dwayne Wade. Ah non, mais et puis attends, quand il faut se souvenir de son début de carrière, quand il sort Détroit à lui tout seul, quoi. Hmm. Il sort Dwayne Wade. Détroit à lui tout seul. Ouais. Et puis, tu vois, Il y dans avait les rien. critères, dans les critères qu'on a évoqués, Chris, le côté Mm. titre collectif et individuel. Bon, il n'est pas MVP, mais titre collectif et individuel. Il est MVP des finales, non? Quand ils prennent le titre. Oui. Ou c'est chaque. Oui, non, c'est lui. C'est Ouais, lui, il c'est est, lui, il est c'est lui. MVP, il est MVP. Il est MVP des finales, mais pas de régulière. Bon, là, ça rentre pas forcément dans ce qu'on s'est dit, mais tu vois, Anna, Team USA, Dwayne Mhm. Wade, il y a quand même il y a un historique. Il Sauf y a- en 2004. Sauf en 2004, Ouais, mais mais il y a, 2004, bon, voilà, il y a quand même 2008, il y a quand même des beaux accomplissements avec Team USA. Il y a, en fait, c'est le premier de cette draft avec Melo et LeBron à prendre un titre et à, entre guillemets, mettre la conférence Est sur son épaule. Il y a Mhm. cette intelligence qu'a eu aussi un autre mec qui va potentiellement être dans mon top 5 à se mettre en retrait quand deux autres stars arrivent dans son équipe, toujours en étant un peu l'image de la franchise, mais en C'est vrai. comprenant qu'il faut qu'il se mette en recul s'il veut continuer à gagner. Et, excusez-moi, mais dans le souvenir commun, Dwayne Wade, on parle aujourd'hui de mecs comme Anthony Edwards et tout, mais on se souvient comment Dwayne Wade, il montait sur des gens? Ah oui, Mhm. complètement. Ah, Ouais. moi, Dwayne Wade, c'est une dinguerie, Une hein. folie. Ouais. C'est une Il dinguerie. a sa statue, hein, D-Wade, hein, à Miami. Hein. Ouais. Bon, après, c'est pas ça qui en fait un critère, Et, évidemment, mais et puis, c'est lui le boss de l'équipe, Ouais. les fameux Beatles. C'est lui Ouais, le boss. complètement. mais on est tous les trois, ça. tous les quatre d'accord, hein, je pense là-dessus. Ouais. Ah ouais, non, oui. pour Et moi, il y a eu c'est, des tu vois, discussions. Enfin, Mais ouais, D-Wade, D-Wade chaud. Anna, est-ce que t'as une petite mention là, un petit nom? Moi, je te Ouais, donnerai un dernier après. ouais, une petite mention honorable, Dirk Nowitzki. Enfin, petite, Ah ouais, c'est une Dirk. grosse mention honorable pour moi. Mm. Parce que, alors, je sais que c'est pas le premier Européen, mais c'est un des premiers Européens à vraiment ouvrir la porte. Un des premiers, j'insiste sur ça. c'est le premier MVP. Voilà, il est MVP, il est champion, il est MVP des finales. Pour moi, c'est un. Il a valu tout seul. En tant qu'Européen et avec Dallas, en sachant que bon, voilà, je suis pas sûre qu'ils étaient beaucoup à voir cette équipe aussi loin et championne en 2011, surtout en 2011. Et je sais pas, il y a le côté aura aussi et enfin bon bref, pour moi Dirk Nowitzki c'est légendaire et ça a failli faire le cut pour moi dans le top 5. Alors, juste un truc, c'est que faut pas oublier qu'il a lavé une équipe à lui tout seul. Une équipe justement avec Dwayne Wade et toute la clique. Bah c'est pour ça que je te dis. Bon, lui tout seul, Dallas, C'est les pas lui Dallas tout avec seul, les mais, c'est Jason juste Kidd, les que- mecs comme ça, c'était pas non plus dégueu, hein. C'est pas C'était pas dégueu, dégueu, mais en mais fait on voyait plus Miami gagner. eh ouais, Ah oui, et mais ça attends, c'est évident. T'avais le Donc, trio en fait c'est et là t'avais l'impression que c'était de sa mère Ferrari et le Caplin quoi le trio, tu vois. Il les a lavés. Il les a lavés à lui tout seul et sur une jambe. Alors ok, il y avait des top joueurs du côté de Dallas, mais c'était pas le même niveau en face. T'avais Jason Kidd qui était semi-retraité. Ok, t'avais Sean Marion, tout ça, mais c'était pas le même niveau quoi. Ah non, Et, c'est sûr. Après, là, pour rentrer dans un top 5, là, tu vois, il a qu'une bague. Là, tu vois, on commence une vraiment bague à rentrer dans. MVP des finales. Oui, bah, excuse-moi, ceux qui sont dans notre top 100, en tout cas dans le mien, il y a pas qu'un titre de MVP ou il y a pas qu'un titre de champion, tu vois. Bah non, mais du coup, Chris, par rapport à ce que vient de dire Yannick, pourquoi Dirk Nowitzki, il serait devant Shai Gilgeous-Alexander alors?
Après, moi, Parce que, alors moi, parce qu'après, attends, je réponds. Je réponds, sinon je coupe le micro d'Yannick. Je réponds, la question m'a été posée, je réponds. Déjà, il y a l'affectif. Moi, j'ai jamais, et je l'ai déjà dit et redit dans ce podcast-là depuis les années qu'on fait cette émission, j'ai jamais eu d'accroche, moi, avec Dirk Nowitzki et avec cette fameuse épopée avec Dallas. J'étais pas dans le mood, c'était pas ma période, j'ai jamais accroché. Je peux comprendre et je respecte tous ceux qui ont adoré cette période-là, c'est pas la mienne. Donc déjà, en fait, pour moi, tout de suite, ça le fait descendre. Tu vois. Et après, comme tu disais, Anna, c'est vrai qu'on a une vision différente aussi avec l'âge qu'on prend et avec l'historique et l'expérience NBA qu'on va avoir, tu vois. Et un mec comme Shai Gilgeous, bah, moi, je vais le classer plus haut, mais je vais pas le mettre dans un range beaucoup énorme entre ces deux mecs-là. Mais parce qu'il y a de l'affect qui compte. Et après, Shai Gilgeous, c'est pareil, c'est pas un mec sur lequel j'ai une affect de dingue. J'adore l'équipe du Thunder, mais je suis pas fan de cette époque-là. Ce qui est con parce que c'est l'époque où ils sont champions. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Ouais. Alors, moi, je vais juste dire un truc. C'était la provoque. Il y a un truc, c'est que Dirk a changé quelque chose dans la NBA. Et tu veuilles ou non. Un mec qui fait 7 pieds, donc 2m13, qui joue ailier, qui shoot, c'était jamais vu avant. Il y en avait pas. Et aussi délié, tout ça, il y avait pas. Et il a changé la NBA pour toujours. Non, mais je ne dis pas que c'est un cancre non plus, tu vois. Mais tu vois, rien que pour ça, tu es obligé de le mettre en border. C'est un très très bon critère, ça d'ailleurs, Chris. Hein. Le côté révolution de la NBA. Et d'ailleurs, Yaya, avec toute cette plaidoirie, j'espère que dans ton top 5, il y a au moins 3 révolutionnaires. Hein, parce que si c'est pas le cas, je vais t'attraper. Hein. Bon, alors je vous donne. Écoute, je ferai un petit saut périlleux, t'inquiète. Je vous donne ma mention et après on attaque. Alors. Ça, si c'est dans le top 5 de l'un ou de l'autre, d'un des autres, je peux comprendre. Shaquille O'Neal. C'est pas dans mon top 5. Oh bah, on peut partir. Chris, vas-y, parce que moi, pour le coup, pour avoir vu la vidéo de Simon et Alex, je suis d'accord avec eux et c'est pour ça qu'ils rentrent pas dans mon top 5 parce que quelle est la plus grande saison de Shaquille O'Neal? Bah, c'est la saison qui ne rentre pas dans le range du 21e siècle, malheureusement pour lui, dans ce range-là, tu vois. Ça n'empêche pas qu'il il a fait du sale derrière quand même. Mais en fait, Shaq, il fait partie de ces joueurs-là on peut pas compter. En fait, dans la réflexion qu'on doit avoir, on peut pas prendre ce qu'il a fait sur le 20e siècle. Parce que dans ce que nous, on demande comme exercice aujourd'hui, ça ne rentre pas en compte. Donc, faut arriver à se l'enlever de la tête, ce qui est pas un exercice simple. Alors, toi, Yaya, il est dans le top 5. Ah oui, il est pas 5e. Bah alors, attends, on va garder. Alors moi, c'est la grosse hésitation de mon top 5. Alors voilà, c'est la grosse question pour moi. Il y a 2 noms qui sont en balance et Shaquille O'Neal en fait partie. Tu vois, parfait, on va pouvoir lancer. Donc, dans la balance pour toi en 5e, donc tu as Shaq. Et qui est l'autre mec avec qui ton cœur balance, tu vois? Nikola Jokic. Mais pourquoi? Parce que Nikola Jokic, en fait, il n'a pas encore fini sa carrière. Ça rejoint en fait ce qu'on a dit, et qu'il y a que entre guillemets une seule bague pour l'instant. Donc, mais par contre, il y a tout le reste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 5 en balance avec Shaq. Tu vois, en attendant de fin de carrière. Tu vois, c'est vraiment la seule grosse hésitation que j'ai, Shaq ou Jokic. Parce que alors Shaq. Il y a les résultats, il y a la domination, il y a tout ce que tu veux, puis il y a l'aura, il y a le charisme, il y a les émotions que moi j'ai eues quand j'ai grandi avec, en fait, tout simplement. Nikola Jokic, alors il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a un petit peu d'aura, mais pas tellement, mais un peu moins. Enfin, ça dépend quand est-ce qu'il parle. S'il parle de ses chevaux, là, il y a de l'aura, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Et puis, par contre, c'est un génie du ballon et pour son poste, je trouve qu'il est. Voilà. Donc, pour moi, c'est les deux en balance. C'est vraiment la grosse hésitation pour moi. Ok. Est-ce que parmi vous, il y a du Jokic classé? Alors moi, je vais vous répondre oui. Non. Bien sûr que oui. Ouais, moi il est pas 5e. Et du coup, je me permets d'attraper mon ami Chauve par le callback. On parle de révolution de la NBA et tu me mets pas Nikola Jokic dans ton top 5? Exactement. Alors que le mec, ça fait 5 ans qu'il domine la NBA, comme on a rarement vu des gens dominer la NBA comme ça. La pirouette. Alors, qu'est-ce que tu vas me trouver pour te sortir de là? Je t'écoute. Et s'il est dominant, c'est grâce à qui?
Ah, tu vas me dire que c'est grâce à son cheval? C'est grâce à Jamal Murray? C'est grâce Non. à. C'est qui? Non, C'est Mike non, Malone? non, 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 non. C'est grâce à Shaq parce qu'on a changé les règles. On a fait beaucoup Oui. plus de spacing. Hmm. Juste Shaq. Les 3 secondes dans la raquette. Hein? Mais Les il, 3 il y secondes va pas dans la dans la raquette, Jokic. Il y va Mais- pas dans la raquette. Qu'est-ce que parce tu me que- racontes? Il a Ben, pas écoute- besoin d'aller dans la raquette. Au lieu de me couper la parole, laisse-moi parler, Ah, s'il te pardon. plaît. Je t'écoute. Ok? Parce que tu vois, là, on va vraiment parler de technique basket. Donc, excuse-moi, tu vas être un peu largué, donc tu vas écouter. Allez, j'écoute, grand-père. Alors, en fait, du coup, avec cette règle, et notamment parce qu'avant, il n'y avait pas droit aux aides défensives, tout ça. Donc maintenant, on a laissé des aides défensives justement parce que Shaquille O'Neal, il y avait pas, ne dominait beaucoup trop. Toutes les règles pour pousser à un jeu beaucoup plus aéré ont été faites à cause de la domination. Et aujourd'hui, maintenant, on s'est adapté. On a fait des spacings beaucoup plus larges et il en bénéficie, Nikola Jokic. Et moi, j'entends pour moi et avec le nombre de MVP, mais dans une ligue beaucoup plus fermée, avec des espaces beaucoup plus clos. Ça se voit d'ailleurs, il n'a pas la même domination dans le jeu FIBA, et je suis pas sûr qu'il aurait le même impact. Moi, c'est là-dessus que Et puis, il y a aussi une dernière chose, c'est que il bénéficie de tout ce qui a été fait avant. Et moi, c'est pour ça que tu vois, je peux pas le mettre encore du côté de ceux que j'ai mis dans mon top 5. Mais encore une fois, tu vois, le côté spacing différent, ben le bénéficie. Pour moi, ça le bénéficie à plein. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis pas qu'il est. Moi, ça fait partie des joueurs, tu vois. J'aurais pu. C'était ma mention numéro 1 en fait. Lui. Mais moi, je le mets pas. Et je le trouve pas si révolutionnaire que ça. C'est Merci con, pour- c'était pas trop mal, mais la dernière phrase a tout cassé. Merci pour ce cours de tactique au grand Yannick. Merci de m'avoir appris le basket. Ça me fait du bien je pourrais aller me coucher moins bête ce soir. Bon, alors, Yaya, du coup, notre monsieur basket, ton numéro 5. Ah bah moi en fait, le problème c'est qu'il est très très fort, mais après c'est les émotions et il m'en a jamais fait. C'est votre numéro 1 à vous tous, c'est LeBron. Moi, c'est parce que. Allez, c'est là-dessus que du coup le père Castor me permet d'aller me coucher tout de suite. Très bonne fin de vidéo à toutes et à tous. Mais non, mais après, moi, c'est à cause de l'émotion. Les autres m'ont provoqué des émotions, pas lui. Ben, c'est le seul chose. Non, mais après, le critère de l'émotion pour toi est un critère qui est important dans ta classification. J'essaye de trouver des passerelles. Je comprends la longévité, je comprends tout ça. Moi, tu parlais du contre. Oui, il y a le contre, mais c'est final, si tu veux. Je pense que c'était un peu compliqué avant. Le fait que Tyronn Lue se fasse couper avant. Et puis les Lakers, au niveau des Lakers, putain, c'est dur. C'est dur. Moi, je trouve que ça abîme un peu de sa legacy et il serait resté à Cleveland. Il aurait fait des trucs, tu vois, je pense que j'aurais remonté. Mais le fait d'aller aux Lakers, c'est un peu dur pour moi. Voilà. Mais après, en termes de greatness, le problème, tu vois, c'est que là, on te demande de choisir entre tes plats préférés, quoi. Et tu es obligé de faire un classement. Et le problème, c'est que les autres, eh ben, ils passent devant. Ok. Bon, je pense qu'on reparlera du King dans cette émission un petit peu plus tard, je présume. Donc, on va pouvoir passer. Tom, ton numéro 5, tiens. Et bah, tu vois, moi, j'étais un peu dans le même délire qu'Anna. J'avais Shaq qui était en bordure. J'avais un autre mec aussi qui était en forte discussion pour cette 5e place, c'était Kevin Durant, mais il n'est pas rentré dedans. Ah oui. Donc toi, c'est Shaq alors? Non, c'est ni Shaq ni KD. Ouais. Bah alors. Mon numéro 5, c'est Nikola Jokic. Ah ouais, voilà. Et il était en bordure de monter un peu plus haut, mais pour le coup, là, pour le critère qui fait qu'il monte pas assez haut, c'est qu'il n'y a que 11 saisons, Jokic. Et dans ce qu'il a montré en 11 saisons, ça c'est déjà merveilleux, mais les 4 mecs de devant ont soit terminé leur carrière, soit on a déjà plus de recul sur leur carrière, il y a déjà plus c'est-à-dire que si dans 6 mois, Jokic, il a un MVP et une bague de plus, bah, on recommence le top 5 et il est top 3, en fait, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, Jokic, il rentre tout de suite ici parce que malgré la leçon de basket de mon bon ami Yaya,
Je maintiens que Nikola Jokic est une putain de révolution dans ce jeu. C'est-à-dire que on a déjà vu des pivots passeurs, on a déjà vu des pivots organisateurs. On n'a jamais vu un pivot être le centre de l'organisation du jeu, de l'attaque de son équipe qui te permet d'aller prendre un titre, qui rend ses coéquipiers meilleurs, pas en claquant des dunks parce qu'on lui envoie des alley-oops, parce que c'est lui qui fait les passes. C'est-à-dire que, tu sais, généralement, c'est l'inverse quand tu as un pivot. Tu vois, on parlait un peu avant des Chris Paul, des mecs comme ça, qui ont offert des carrières à des pivots parce qu'ils les envoyaient faire des alley-oops. Il a offert combien de carrières pour le moment, Nikola Jokic, là? Tous les Peyton Watson, tous les Aaron Gordon, vous pensez vraiment que ce seraient des mecs comme ça sans Nikola Jokic? Donc, en plus d'avoir révolutionné son jeu en tant que pivot, point center, meneur de jeu, chose qu'on n'avait jamais vue avant, il y a une bague qui est quand même assez intéressante, je trouve, en tout cas dans la longévité, et c'était pas sa première finale de conf. Il y a la finale de conf dans la bulle contre les Lakers, mais Nikola Jokic, je sais pas, Chris, d'ailleurs, si tu as les stats, depuis 5 ans, Nikola Jokic, il est minimum top 2 du MVP, sachant qu'on en a donné un à Joel Embiid qui n'était pas immérité, et on en a donné un à Shai l'année dernière qui n'était pas immérité. Si Nikola Jokic, sur ces 5 dernières années, ses 5 titres de MVP, je pense que personne n'est choqué. Nikola Jokic, sur les 5 dernières années, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être top 3 au scoring, premier passeur, premier rebondeur, premier intercepteur. Enfin bref, il est premier dans tous les classements que vous voulez. Ce qui montre un minimum quand même de domination dans une ligue qui, malgré ce que les autres en pensent, on est dans la ligue la plus compétitive que la NBA ait connue. Ça, on aura beau me dire ce qu'on veut, c'est la ligue la plus compétitive et actuellement, on est dans le jeu le plus compétitif. Certes, ça passe un petit peu moins par des pivots dominants, et encore que, je suis de moins en moins sûr. Parce que quand on regarde aujourd'hui qui sont les éléments dominants et qui sont les joueurs qui te poussent de plus en plus à aller au titre, on parle de plus en plus de Nikola Jokic, on parle de plus en plus de mecs comme Victor Wembanyama, on parlait de Joel Embiid, on parle d'Alperen Sengun. Les pivots ont quand même repris une dimension qui est hyper intéressante de notre ligue moderne. Et ce que fait Nikola Jokic aujourd'hui, alors, pas celle d'il y a 20 ans, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période où il y a du Shaq, du Olajuwon, des mecs comme ça qui vraiment, tout le jeu passait par eux. Mais du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant dans une ligue qui n'était pas forcément offert au pivot, qu'un pivot débarque et se dise, bah en fait, moi, au lieu de dominer à l'intérieur, je vais faire ce que font tous mes autres petits camarades à l'extérieur, en plus d'être pivot, en plus de shooter à l'extérieur et en plus d'avoir une vision de passe formidable. Bah, je vais le faire en gagnant. Et on parle d'émotion. Là-dessus, je te rejoins aussi, Anna. Il n'y a pas forcément un aura, un charisme. Et encore que, moi, les sorties médiatiques avec Shaq, il me fait mourir de rire, Nikola Jokic. Il a un recul et il a un tel détachement de ce jeu. Vous les avez tous vus passer les étés où on voit tous les Américains à la salle en train de pousser de la fonte et lui en train de faire le con sur une table avec son demi de pinte dans la. Il est l'antithèse de ce que la NBA nous offre aujourd'hui. Des mecs surmusculeux, surathlètes, que moi-même j'adore, mais il est l'antithèse de tout ça et il arrive à gagner et à dominer. Bah, juste pour ça, mon gars. Et j'attends la fin de carrière, parce que là, il est top 5. Moi, il y a une question où dans sa fin de carrière NBA, il entrera peut-être dans un top 5, mais all-time, s'il continue comme ça, le pépère. Voilà. Bon. All-time, je sais pas, mais en tout cas, sur cette génération-là, ouais, je suis 100% avec toi. Bon, ton plaidoyer pour Jokic, j'aurais pas grand-chose à dire de plus. Moi, il est là, il est 4e, donc on est tous les trois à peu près, sauf Yaya, raccord sur le range de Jokic, tu vois. Il est dans un top 5 ou pas, ou top 4, mais pour l'instant, il frappe pas beaucoup plus haut, mais il pourrait potentiellement y être. Moi, je vous donne mon 5e. Alors là, j'ai vraiment une hésitation, mais de malade. Va falloir, je vais faire la décision là maintenant avec vous. J'hésite entre deux gars. Ah ben comme LeBron, The Decision. Alors j'hésite entre Kevin Durant, ok, et entre Kobe Bryant. En 5e, Kobe. Ouais. Je savais que là j'allais. Je te juge pas. Il était dans ma discussion avec Jokic pour la place 4-5 Kobe et ça m'a fait mal. Ouais. Franchement, non mais alors. Les blasphèmes. Mais il y a pas, il y a pas de blasphème. Il y a de l'objectivité. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il dit blasphème? L'autre, il a mis LeBron 5e, il me parle de blasphème. Alors, en fait, lui son micro. Alors, attends, moi déjà qu'il l'ait mis, c'est déjà pas mal. Ouais. Et moi, rien qu'un truc. Enfin bon, vas-y. Ouais, voilà. Alors, non, mais je fais. Alors,
Je fais court, je pense que vous les avez peut-être les deux, voire un des deux dans le classement, un des deux c'est sûr, les deux on verra. Moi, ce qui me fait hésiter, c'est parce qu'en fait, Kevin Durant, c'est vraiment la définition du basketteur, c'est qui est en attaque, il sait tout faire, le gars. Tu fous Kevin Durant sur un parquet, que ce soit, je crois qu'ils en ont parlé dans la vidéo Trash Talk, tu le fous sur un parquet municipal, tu le fais jouer un dimanche dans une salle omnisport, tu le fais jouer en finale NBA, le mec, il est là que pour le basket, et il va te faire tous les soirs, tous les jours, tous les après-midi, la même chose. Il sait tout faire, il a une palette de jeux qui est incroyable. Moi, c'est un mec que j'ai adoré objectivement aussi dans l'époque du Thunder. Il m'a aussi fait très très mal en partant aux Warriors, là où il a eu ses plus beaux accomplissements en carrière, il faut quand même le dire. Après, il a fait des choix un petit peu plus compliqués. Je fais très court. Du côté de Kobe, il y a une aura qui est incroyable, qui dépasse la sphère basket. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en introduction. Kobe, il a tout réussi dans sa carrière. Il a réussi le basket. Il a fait du cinéma. Il a eu un Oscar, le gars. C'est pas du cinéma. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il a un trophée, machin. Il a une statuette. En businessman, c'est un mec. Il a tout. Voilà, je veux dire, du Kobe. Tout à l'heure, on parlait avant l'émission, on parlait de chaussures. Bah, les Kobe, ça fait partie des 3-4 marques que tout le monde connaît. Et ce mec-là, c'est un mec que, toi, t'en parles à ta daronne, elle connaît le nom de Kobe Bryant. Ouais. Et elle a peut-être jamais vu le mec jouer, tu vois. Je vais te dire un truc et je te coupe. C'est horrible ce que je vais dire et pardon par avance. Mais le fait qu'il soit mort. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Fait que ça rajoute en fait à la narrative de ce que tu es en train de dire. Bien sûr. C'est horrible de dire ça comme ça. Mais c'est la vérité, Anna, faut pas en avoir honte, c'est vrai. Et ils le disent aussi. On a tous un affect particulier parce que là où je suis complètement d'accord avec toi, Chris, c'est que tu as l'impression que ce mec a tout réussi et tout magnifique. Est-ce que Kobe Bryant était beaucoup moins clivant que Kevin Durant quand il était joueur? Non. De par ses choix, de par son attitude. Non. Il était détesté. Il était détesté, Kobe Bryant. Il en a inspiré aussi. Kobe 24. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il y a ces deux étapes, il y a machin, mais Kobe est passé par une période de sa carrière où il était détesté parce que, au-delà d'être un basketteur extraordinaire, c'était un leader parfois contestable dans le sens où il avait pris pour modèle un leader qui était aussi parfois contestable pour d'autres événements. C'était un mec très dur, très ferme, ce qui n'est pas forcément la bonne solution pour tout le monde. Et au-delà de ça, il a quand même quelques casseroles hors terrain quand il était en NBA. Voilà. Ouais, mais du coup, elle est pas négligeable. Hein. Et Dieu sait que j'aime Kobe. Hein. Chris, toi-même, tu sais que j'aime Kobe. Mais si on prend l'intégralité du truc, et quand il était basketteur, à part ces 2-3 dernières années où, bon, vas-y, il était sur la fin, plus personne n'avait de quoi le détester parce qu'il gagnait plus. Mais par contre, quand il gagnait, Kobe, il était détesté. Hein. Comme KD. Je suis pas d'accord. Même quand il gagne pas, il est détesté. Ouais, je suis pas d'accord parce que les deux titres qui gagnent 2009-2010, il n'était pas détesté. Hein. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Chris va le mettre devant KD. Parce que moi, j'avais cette discussion-là aussi, mais c'est vrai que du coup, Kobe a gagné des titres en étant le leader naturel de son équipe, là où KD a gagné des titres, où je pense qu'il était à ce moment-là précis le meilleur joueur de cette équipe, mais ça n'était pas le leader. En fait, non, mais c'est fou. En fait, on a cette connexion, ce truc. Tu vois. Non, mais en fait, et pour l'aura, il n'était pas l'âme, mais il était le leader. Ouais, et ce que tu dis, moi, pour l'aura générale, tu vois, parce que ça rentre dans le critère. C'est un choix, c'est comme ça. Peut-être que certains seront pas d'accord, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Je vais mettre Kobe, mais vraiment, ça se joue à que dalle, tu vois. C'est parce que pour moi, Kevin Durant, en fait, le fait de ne pas le mettre, ça me fait mal, tu vois. Parce que c'est vraiment un pur attaquant, c'est vraiment la définition du basketteur qui sait tout faire sur un parquet et qui nous a montré des dingueries. Parce qu'on parle de souvenirs, putain, Kevin Durant, en termes de souvenirs, je pense qu'on va pas les faire là, mais on pourrait en parler pendant un petit moment. En tout cas, moi, je vais mettre Kobe en 5. On va enchaîner avec le numéro 4. Moi, je vous ai mis Nikola Jokic en 4, donc je n'aurai rien d'autre à rajouter. Tom, numéro 4. Moi, je vais rien rajouter d'autre non plus, parce que mon numéro 4, c'est Kobe. Bon, très bien, comme ça, on va pouvoir... Je mets juste Kobe à cet endroit-là, parce que, comme Yaya l'a très bien dit, il y a 2 titres où il est quand même le leader. Et tu vois, on parlait un peu de souvenirs. Moi aussi, je te rejoins, Chris. Qui a dit, en vrai, tu me fous les 21 joueurs. Demain, je suis capitaine d'équipe, je dois prendre un joueur sur un playground.
je le prends devant tout le monde. Hein. Je le prends devant LeBron, je le prends devant tout le monde. Parce que Kevin Durant, c'est le basketteur ultime. Ce mec ne vit que pour le basket. Mais là où je mets aussi Kobe numéro 4, c'est que j'ai aussi des souvenirs très personnels. C'est 81 points contre Toronto. Il y a les bagues. Il y a, et moi, ce qui est il y a moi aussi, ce qui est très, il y a la pub aussi où il saute au-dessus de la Lambeau qui est extraordinaire. Et il y a un truc qui. Avec Jalen Rose. Ouais, la pub avec Jalen Rose, avec les olives, extraordinaire. Et il y a un truc qui, pour le coup, là, vraiment a un rapport au jeu et qui est très personnel, c'est que Kobe, son dernier match en carrière où il fout les 60 pions contre Utah, je l'ai déjà raconté, hein, mais c'est le premier match de basket que je regarde en direct avec mon père. Il est 6h du match, j'ai cours 2 heures après, et on finit de regarder ça, et il rentre dans le salon, tu sais, lui, il venait prendre son petit déj. Moi, j'avais dormi dans le salon carrément. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui fais pas, pose-toi 2 secondes, regarde Kobe Bryant. Du coup, j'ai cet aspect affect, mais Kobe, j'ai trop de trucs. Kobe, c'est lui qui m'a donné l'amour du basket et tout. Mais par contre, ça m'empêche qu'il y a 3 mecs sur juste le siècle le 21e siècle, il y a au moins 3 mecs que je mets devant. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un du Kobe encore dans son classement? Moi, je l'ai en 4e aussi. Ah bah très bien. Ouais, bah, parfait. Je l'ai plus haut. Ok, bah alors. 4e, ouais. Parce que je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est plus quelque chose de personnel. Comme je disais, je le détestais en fait. À l'époque où il jouait, je le détestais. Ça veut dire il y a un moment, je peux pas être hypocrite, tu vois. Je peux pas le mettre plus haut parce que j'ai grandi. Moi, je le mets à ce niveau-là parce qu'il y a d'autres joueurs avant qui m'ont fait rêver. Et voilà. Maintenant, pourquoi je pense qu'il mériterait d'être plus haut, c'est parce que c'est un mode. Alors, je parle de terrain, un modèle générationnel. Et combien aujourd'hui de jeunes jouent et font Kobe, tu vois, genre, c'est une référence. Ça veut dire que si moi, quand j'ai grandi, quand j'étais toute petite, ma référence c'était Michael Jordan, bah, je pense que après il y a eu Kobe et après il y a eu LeBron, mais il y a eu d'abord Kobe en fait. Et rien que pour ça, il mériterait d'être plus haut et pour tous ses accomplissements, pour ce qu'il a fait aussi et sa legacy sur le sport féminin. Sur le basket féminin, en tout cas, son encouragement envers les petites filles. Alors, en effet, il y avait sa fille qui était en tête de file de tout ça, mais malgré tout, ça reste une grosse legacy sur le basket féminin. C'est important d'en parler. Il a participé au développement des jeunes dans le basket. Voilà, pour moi, c'est pas. Il est en 4e juste parce qu'en fait, je peux pas être hypocrite avec moi-même et que quand j'ai rêvé avec d'autres joueurs. Mais honnêtement, il mériterait d'être beaucoup plus haut. Alors, attends. T'as jamais vu les grands romans d'amour avec d'abord on se déteste et puis après on finit ensemble? Non mais sérieux, pas toi. Les livres de chevet de Yannick. Ouais, ça aurait été Tom, je comprendrais, tu vois. Mais pas toi, t'es. Ouais, je sais. Non, mais en vrai. Non, moi, les romans à l'eau de rose, c'est pas trop mon truc, non. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et Kobe, en fait, mériterait. Mais quand je vais expliquer pourquoi je mets les 3 autres devant, tu comprendras cette place-là. Mais tu l'as un peu expliqué de par la détestation. Débat, hein. Tu l'as un peu expliqué aussi, tu vois. Mais je me suis dit non, mais tu vois, je peux pas le mettre avant cela. Okay. Chris et Anna, juste avant, Yaya, parce que la question aussi te sera posée. Juste une question comme ça. Est-ce que Kobe Bryant, sur votre top 5, individuellement, hein, c'est pas le moins bon joueur de votre top 5? Ouf. Non. Eh ben moi, c'est le moins bon joueur intrinsèquement, je pense, hein, de mon top 5. Je pense que Kobe, et alors là, flagellez-moi si vous voulez, hein, mais je pense que Kobe Bryant est intrinsèquement moins fort que Nikola Jokic. Ouf. Ah bah c'est même pas par rapport à lui. J'aime pas trop ces déclarations. C'est dur hein, de comparer. C'est de la comparaison, machin. Ouais. Pas grand Alors chose. déjà comparer un arrière avec d'autres. Oui. Compliqué. Je compare. Et juste enfin bon après non mais on parlera après mais vas-y on enchaîne. Donc toi Kobe tu l'as plus haut Yaya, donc tu nous dis, tu nous spoil pas, tu nous diras le moment venu. Ton numéro 4 du coup on l'a pas. Moi c'est Tim Duncan. Ah bah tiens. Ok. Tim Duncan c'est le plus grand poste 4 de toute l'histoire et je veux aucun débat.
Donc Et on là, est tous d'accord avec toi pour une fois. Ouais. Est-ce que c'est pas non plus le plus sous-coté de l'histoire, ou en tout cas un des plus sous-cotés, tu vois? Petit marché, charisme, pas tant Zéro. que ça. Et en fait, non, c'est parce que c'est quoi? Jamais, tu vois, le coach demandait quelque chose, il le faisait. Le coach lui demandait de laisser l'équipe à Tony Parker, il laissait l'équipe à Tony Parker. Le gars, c'est le régal. Et je pense que la dynastie des Spurs, c'est quand il est drafté, parce que David Robinson n'y arrivait pas tout seul. Il arrive, ça fait un duo. Il était 4, il était 5. Voilà, c'est et puis et honnêtement, si je sais pas si on a des jeunes qui nous écoutent, son shoot à 45 degrés avec la planche. Mais putain, recommencez à shooter avec la planche, bordel. D'accord, soyez pas comme enfin bon bref, je vais pas citer des joueurs, mais le shoot à 45 degrés avec la planche là, avec les appuis, et puis les appuis. Oh là là, et je pense que si tu parlais de Jokic, s'il n'y a pas eu un Tim Duncan avant, il y a pas eu un. Mais c'est l'histoire de la NBA, tu vois. Ouais, c'est comme ça, c'est l'évolution naturelle aussi, tu vois. Et alors, pour tout vous dire, moi, au tout début, en fait, moi, mon 1, il était obvious. Tim Duncan, je l'ai rétrogradé un peu, mais pour moi, ça a été dur de le mettre en 4. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut? Parce que j'ai jamais aimé les Spurs des années 2000. À partir de 2010, oui, mais les années 2000, c'était les boring Spurs. Mais en partie à cause de Duncan, parce qu'il était trop fort. Alors regarde, tu vois. Trop fort. Ouais, bah, je suis pas sûre que ce soit un défaut. Moi, je l'ai mis en 3. Tu vois, Tim Duncan. Je vais tout vous expliquer en une phrase. Michael Jordan m'a fait connaître la NBA. LeBron James m'a fait regarder la NBA. Tim Duncan m'a fait aimer la NBA. Voilà. Je pense que je peux pas dire mieux. C'est Tim Duncan qui m'a fait aimer, qui m'a accroché définitivement à la NBA. C'est mon numéro 3 et alors voilà pourquoi Kobe n'est pas numéro 3, parce que Tim Duncan m'a donné tu vois, alors voilà, on va comparer Tim Duncan et Kobe Bryant. Bah, j'adorais Tim Duncan, il m'a fait vibrer, il m'a fait kiffer en fait. Il est là pour l'essentiel et il fait pas de chichi à côté, il ferme sa gueule, il fait son taf. J'adore. Et après derrière, c'est la personnalité aussi qui me plaît beaucoup, au-delà de tout ce qu'il a apporté dans l'équipe et de ce que tu as expliqué, Yaya. Il y a plein de choses à dire, mais bon, moi je parle toujours sur l'émotion et sur les accomplissements un peu à côté et sur ça, Tim Duncan, c'est vraiment une perle. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant dans une NBA où en fait tout est sur moi, la caméra sur moi, rien que moi. Et encore aujourd'hui, sa manière d'être, sa manière d'exister, tout dans le staff des Spurs, sans se mettre en avant et en accompagnant autant Greg Popovich aujourd'hui, voilà, il a été là dans les moments clés des années en fait après sa retraite et voilà, donc pour moi c'est le joueur parfait. Voilà, bon bref, c'est parce que j'ai des émotions. Ben non, mais alors moi aussi il est 3e, donc voilà, c'est assez drôle qu'on se retrouve sur ce range-là. Je pensais qu'il y aurait plus de débats sur lui. Tom, toi tu l'as classé évidemment dans ton top 5, non? On est 3 à l'avoir. Ah oui, on est 3, oh là, ouh. Oui, j'ai eu un petit haut le cœur. J'ai dit, oh, attention. Non. Ah ouais, non, mais ok, on est tous les 3 à l'avoir mis 3e. Il y a 4, donc on est à peu près dans le même. Oui, 4, hein, c'est ça? Ouais. Donc on est à peu près dans le même range. Ouais, Tom, rapidement, si tu voulais, t'as un truc à rajouter sur Duncan ou on enchaîne? Non, Yaya et Anna ont très bien parlé. Moi, il y a juste un truc. C'est une question que je me pose. Est-ce que dans mon top 5, c'est pas le meilleur two-way player? Parce qu'au-delà de dominer en attaque, Duncan défensivement, les gars, c'était un merdier. Hein. C'était un merdier, Duncan, défensivement. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il a pas de titre de Depoy? Non. Je crois qu'il est pas mal dans les ranges de contre et tout, je crois, non? Ouais, mais c'était un défenseur ultra élite. Il était dans les NBA All Defensive Team, All Defensive First Team, pardon. Ah non, mais c'est un scandale que ce mec n'ait jamais eu de Depoy, parce qu'honnêtement, Duncan, en plus de dominer, d'être vraiment tu vois, c'est vraiment, en plus, c'est rigolo de faire le parallèle avec Kobe.
mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce leader-là que je veux avoir, moi. C'est un mec qui, t'es obligé de faire tes preuves pour qu'il te respecte. Par contre, une fois que t'as fait tes preuves et qu'il te respecte, mon gars, si t'as Duncan dans la poche, terminé. Hein. Ouais. L'anecdote que tout le monde connaît de Tony Parker qui arrive en première année au NBA, Ouais. Duncan Il lui adresse pas adresse la la parole en parole. fait. Il lui adresse pas la Fou parole furieux, en le fait, type. tu vois. Fou furieux, le Ouais, type. enfin, il a validé le fait qu'il soit starter au bout de Oui, 5 non, mais matchs. Hein. après, tu sais que les Ouais, il a histoires sont validé, il toujours ferme aussi sa un bouche peu. aussi. Hein. Ah non, 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 non. Moi, je C'est trouve que c'est plutôt. plus que fermer sa bouche. Là, Popovic a été le voir en lui disant, voilà, c'est lui. Ah, t'es sûr? Ouais. Ouais, bah go. Oui, parce que Tony est Ah oui, rentré, mais c'est c'est quoi, au aussi bout du le respect du coach. quatrième match, non? C'est ça? Cinquième. Ouais, Cinquième, pardon. C'est aussi le respect du coach, et c'est là où tu vois que la relation Popovic-Duncan, ça va au-delà en fait. C'est aussi une relation de confiance et dès le départ. Et même après les carrières de l'un et de l'autre. Et tu les vois encore ensemble dans les matchs aujourd'hui des Spurs. Tu le vois comment Duncan, au départ, enfin, à l'arrivée de Wemby à San Antonio, il était là pour l'accompagner. Enfin, tu vois, genre, il y a ce côté carrière et il y a aussi le côté legacy et le côté je suis là pour la franchise. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, Boston. Bonjour. C'est quelque chose qui me parle. Et c'est ce qui me rassure aussi par rapport à Jokic, c'est que ça veut dire aussi qu'un joueur sans aura et sans charisme peut quand même être respecté. Après, je pense que Duncan, il a du charisme, il a une aura. Non, mais Mais sans, je pense sans que, être voilà, extraverti. Voilà, sans être exactement. extraverti médiatiquement. Alors, Exactement. pour enchaîner et pour arriver sur le top 2, alors, même si on sait très bien, en tout cas, Attends, top Yaya, 3, on n'a top pas 3, son, ah oui, on n'a pas pardon, son top troisième, 3. parce que nous, on a On dit n'a notre pas son troisième, mais troisième. Yaya, Oui, on n'a pas. pardon. Oui, j'ai pas suivi ma petite feuille. Vas-y, excuse-moi, vas-y, Yaya. Moi, c'est Shaq. Non. Shaq, c'est une dinguerie. Alors, je suis d'accord, c'est même pas sa meilleure saison, mais sauf que Shaq, il allait dans une équipe, l'équipe était contender. Après, la fin de carrière a été un peu pathétique, Ouais. mais tu savais que s'il bougeait, et puis c'est un what if, ça veut dire que s'il avait été sérieux, ce gars-là, c'était pas. Ah, donc ça, c'est un critère? Ouais, mais est-ce que ça aurait été le mec qui est la légende qu'on a connue s'il avait été sérieux, tu vois? Voilà. Mais tu vas, alors c'est vrai que c'était dans les années 90, mais tu parlais de révolution, il a révolutionné le jeu. Les 3 secondes dans la raquette défensive, c'était contre lui, Oui, tu mais vois. Yaya, ça compte pas dans ce critère-là, les années 90, ça ne compte pas. C'est pour ça que Shaq, il est très compliqué à classer. Ça ne rentre, non, tu ne peux pas l'intégrer dans ta réflexion. Mais tu T'as n'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Tu n'as pas écouté ce que je viens de dire. Et puis attends, et les Lakers, ils auraient des titres en moins sans lui, et y compris dans ce siècle. Donc Ouais, sans voilà. LeBron aussi. Hein. De quoi tu parles, du demi-titre, du titre avec un astérix? Non, de l'un des plus beaux titres de l'histoire NBA. Ah, mais pas avec les Avec les Lakers. Si, avec les Lakers, parce que pour moi, le titre de la bulle, et je rejoins un de mes camarades aussi de Trash Talk qui en parlait dans l'un des moments les plus mémorables du 21e siècle, pour moi, c'est ce titre dans la bulle. Déjà, on oublie trop la domination des Lakers, et je pense qu'on se met pas assez, on se projette pas assez dans la place d'un athlète dans les conditions dans lesquelles ils ont été mis, les mecs. Je crois qu'on pense que c'est facile, mais les gars, vous êtes vous êtes maboules si vous pensez ça. Hein. Si vous pensez qu'être mis à l'écart de votre famille pendant 3 mois, avec que des fous furieux qui pensent qu'au basket pendant 3 mois et qui voient personne d'autre et gagnons un titre, c'est facile. Moi, je maintiens. Hein. Le titre de la bulle est l'un des titres les plus compliqués à avoir. Après, chacun pense ce qu'il veut. Après, on peut faire une expérience, mettre Yaya et Tom 3 mois dans une bulle, et on verra si c'est facile pour l'un ou pour l'autre. Ce qui est Et sûr, on c'est fera qu'on en sort sans cheveux. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas On de fera cheveux dans la la tête discussion. toutes les semaines, tous les dimanches, on fera. Allez, un petit coup de tondeuse. Wemby Ah. et Keldon Johnson. Exactement. J'avais une question avant d'attaquer le top 2. Alors, on est 3 à avoir Duncan, et donc toi qui est Yaya qui est avec Shaq. Mais Duncan Ouais. qui est pas loin. La question que je vous pose, est-ce que donc notre troisième à chacun, il y a un monde où ils pouvaient atteindre, parce que c'est 2 joueurs en fin d'activité, en fin de carrière, est-ce qu'il y a un monde pour vous où soit Tim Duncan, soit Shaquille O'Neal, qui est donc votre troisième, a été tapé à la porte du top 2? À moi, top 2, oui. Ok. Moi, c'est Duncan qui a. J'ai failli l'intervertir, mais en fait, après, j'ai réfléchi et j'ai mis un autre. Ok. Et vous, du coup, Anna, Tom, est-ce qu'il y a un moment où il y a une discussion en disant est-ce que je peux le mettre plus haut, ou alors les deux du haut, en fait,
t'as un duo, voilà, t'as un duo, DUO, et après t'as le reste. Il y a un duo et il y a le reste. Après, de manière émotionnelle, j'aurais bien mis Tim Duncan plus haut, mais je peux pas. Ok. Moi, la discussion a pris fin, et malheureusement, c'est pas un élément NBA, c'est un élément FIBA, mais la discussion a pris fin en août dernier. Bon, très bien, on va pouvoir, on va pouvoir Oh. enchaîner. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec notre numéro 2. Tiens, Tom, vu que tu avais la main, on te la laisse sur ton choix numéro 2, qui est ton deuxième meilleur joueur du 21e siècle. Et parlons du plus grand shooter que ce sport ait connu. Parlons de monsieur Stephen Curry. Comment décrire Steph? On parlait de révolution du jeu, on en parle souvent. Steph, les gars, c'est une révolution du jeu. Qu'est-ce que vous voulez? Mec, on a même pensé à créer une ligne à 4 points tellement c'est infâme Voilà. ce que fait ce type. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on pense à modifier les règles à ce point-là, c'est que ça en devient juste, mais effrayant. Alors, Steph, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour moi, un peu comme la carrière de Kobe, il y a des similitudes dans le sens où Steph a gagné avant que KD arrive, en 2015. Steph a gagné avec un immense Kevin Durant à côté de lui et une équipe qui était incroyablement forte. Mais pour moi, le plus bel accomplissement de la carrière de Stephen Curry, c'est 2022. Ce titre de 2022, pour moi, me fait rentrer en fait Stephen Curry dans mon top 10 all-time et m'a permis en fait d'avancer dans ma discussion de qui est le meilleur meneur de l'histoire avec Magic. Sans ce titre-là, pour moi, il n'y a pas de discussion. Avec le titre de 2022, j'envisage une discussion qui était pour moi inenvisageable parce que Magic, en plus en tant que Lakers, Magic, c'est Magic. Mais ce que fait Stephen Curry, la gravité de ce monsieur, son jeu off-ball, son jeu on-ball, son leadership, son aura, son charisme, sa manière de parler devant les médias. En fait, qui n'aimerait pas avoir Stephen Curry comme ami? En plus de rendre le basket accessible à des corps. Tu vois, en plus, il y a ce côté-là. Alors attention, Steph Curry, il fait pas non plus 1m75. Steph, il fait 1m90. C'est une masse musculaire. Si, il fait un 90 minimum. Hein. Même un peu plus grand, je crois. Non, je crois. Il est pas si gros que ça. Je crois qu'il est. Il est pas sur les 1m90. Non, à vérifier. En tout cas, tu peux t'identifier à ce mec-là, tu vois. En fait, c'est ça. Il débarque tout frêle, tout machin. Et en fait, ce qui m'impressionne encore plus avec Steph, au-delà de la longévité du mec, parce qu'on est en 2025-26, aujourd'hui, si les Warriors sont encore dans le play-in, on va pas se mentir, c'est parce que ce mec-là tourne encore à un niveau de jeu qui est innommable. Mais la capacité qu'a eu ce mec aussi à travailler son corps pour arrêter d'être un élément qu'on allait cibler en défense. Parce que c'était ça aussi sa faille. Le mec a fait tellement évoluer son corps, on se rappelle, les chevilles, au début de sa carrière, il n'y a pas 2 mois où il tenait sur un parquet sans se faire une cheville. Les chevilles. Le côté ultra clutch de ce mec-là. Et puis les souvenirs. Chris, ce shoot contre OKC. Wade Downtown, il a plus de temps mort. Avec le maillot à manches, tu vois. Ce qu'il nous fait l'année dernière aux Jeux Olympiques en finale, déjà ce qu'il fait contre les Serbes en demi, et ce qu'il nous fait en finale. Qui d'autre que Stephen Curry peut faire ça? Demandez à Nicolas Batum et Evan Fournier qui sont en défense, les mecs sont comme ça sur lui, ils s'en tapent un. Steph, c'est la pureté, la beauté du basketball, ce shoot qui est pas forcément le plus beau, visuellement, on est d'accord. Pour moi, il y a des shoots techniquement qui peuvent être plus beaux. Mais par contre, cette capacité à dégainer plus vite que ce qu'on imagine devant des mecs qui font 30 cm de plus que lui, de casser des chevilles, parce qu'en plus de ça, il a un handle de fou furieux, d'attaquer le cercle, parce qu'on oublie trop que pour attaquer le cercle, Stephen Curry, c'est un malade mental aussi. C'est un malade mental. Non, Steph, c'est la panoplie parfaite. Et puis en carrière, il doit pas être très loin du 50, 40, 90, lui. Plus toutes les bagues. Oui, voilà, mais à ce range-là, les MVP. Non, mais tu vois, je parle même pas des MVP unanimes. Je parle même pas du MVP des finales qui Guadala lui vole. Enfin, c'est aberrant, Stephen Curry. Et puis pour les gens, pour le coup, qui ont connu le basket du 21e siècle, au-delà de LeBron, qui est un mec auprès de qui tu peux pas forcément t'identifier, mais demain, tu parles à un gamin dans la rue qui fait 1m25, tu lui dis c'est qui le meilleur basketteur, il va te dire Steph Curry. Parce qu'il va essayer de shooter comme Steph Curry. Parce que Steph Curry a rendu le basket accessible aux autres. Alors attends, il y a juste un truc, c'est que tu vois, je vais toujours avec mes enfants dans les salles de basket. Je vais toujours dans les salles de basket.
les gamins, ils shootent à 3 points. Alors ça tuait parce que même le gars qui shoot comme toi, Tom, il essaie de shooter à 3 points, tu vois. Donc voilà, il a matricé le truc. Et il y a un truc que tu as oublié de mettre, parce que moi aussi c'est mon numéro 2. Tu as un truc que tu as oublié de signaler, et c'est quelque chose que tu connais pas trop, c'est la fidélité. Un seul maillot. C'est tout. Et donc, rien que pour ça, ça te pose le bonhomme. Et du coup, tu mets Shaquille O'Neal devant Tim Duncan. Ok, on peut. Non, mais on peut avancer. T'as raison. Et du coup, tu mets Steph Curry devant LeBron James. Non, mais c'est pas grave. C'est juste fidélité et LeBron James. Alors, écoute-moi. Alors, tu vas me dire la longévité. Le narratif de LeBron James. D'accord, on en parlera après, mais il faut arrêter. Il a été mis en avant par la NBA quand Jordan était parti. Il a volé un titre de Rookie of the Year. Le gars, il s'est flop sur flop. C'est bon, faut arrêter. Le gars, tu parlais des JO. Mais attends, les JO, il s'est caché. Mais oh là là, non. Et on en parlera après. Attends, on en parle. Stop. Alors. Non. Bon, c'est trop important parce que. Et on le redit au public, écoutez TPO. Hein. Tout le monde n'a pas la vie d'Yannick. Hein. Continuez à écouter ce podcast, il est formidable. Bon, Anna, du coup, t'as aussi ta Steph 2. On a tous les 4. Tous. En fait, Steph Curry, il y a eu un moment où je me suis posé la question si je le mets pas en 1. Pour une simple raison, et c'est le premier truc que Tom il a dit. Si à un moment on a considéré le fait de bouger la ligne à 3 points, c'est à cause de lui. Donc en fait, si tu considères changer les règles d'un sport juste à cause d'un mec, c'est que ce mec il est au-dessus de tout le reste. Et donc pour moi tout est dit. Je l'aime autant que je le déteste, autant qu'il me dégoûte. Pourquoi ? Il t'a fait mal, toi. Hein. Il m'a t'a fait mal. Hein. Je vais pleurer. Mais il m'a fait mal, mais alors plusieurs années. Enfin bref, c'est terrible. Mais en fait, c'est quelque chose que aujourd'hui. Alors on parlait de Kobe Bryant. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne sait pas qui est Steph Curry. Et alors. Et le truc, c'est que aujourd'hui, donc il y a beaucoup. Alors, tu dis que c'est un truc d'identification, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tout le monde ne peut pas shooter comme Steph Curry. Non. En termes de physique, raison. En termes de physique, etc. Oui, il a rendu peut-être le truc plus accessible, mais sincèrement, je pense pas. Par contre, il a changé la physionomie du jeu, ça c'est évident. Et le seul bémol que j'ai avec Steph Curry. Et alors là, on va me taper sur les doigts peut-être, c'est l'aura et le charisme. Alors, pas le charisme en conférence de presse auprès de l'équipe, même si je trouve qu'il y a certaines limites sur son leadership dans l'équipe, notamment avec l'histoire de Draymond Green et de Klay Thompson, entre autres. Mais ok, soit, passons, personne n'est parfait. C'est pas surtout sur le côté business. C'est ok, il est avec Under Armour. Je considère en fait que oui, c'est fini avec Under Armour. Je sais, la marque aurait dû décoller rien qu'avec le nom Stephen Curry, et en fait ça n'a pas été le cas. Donc il y a sûrement des erreurs de stratégie des deux côtés, etc. Mais dans mon sens, voilà, l'aura elle s'arrête aussi à là. On le suit, on va acheter son maillot, mais on va pas acheter sa paire de pompes. Voilà, okay. Donc pour moi c'est ça, mais par contre je me suis vraiment posé la question s'il devrait pas être en numéro 1. Mais je pense que t'as des gens et tout le respect évidemment qui peut-être le mettent numéro 1 parce qu'ils ont peut-être été davantage biberonnés à du Steph Curry depuis maintenant un moment que par rapport à, en tout cas pour je pense 3 des 4 personnes ici présentes, notre numéro 1. Mais moi aussi Steph Curry numéro 2, j'ai pas grand chose à rajouter. Oui, la carrière FIBA machin, mais en plus la carrière FIBA de Steph Curry, le mec il avait jamais été aux Jeux Olympiques avant Paris 2024, tu vois. Quand tu vois la dinguerie qu'il propose, donc ça devrait même pas rentrer dans les critères, mais bon voilà, c'est pour montrer à quel. Quand tu dis à Steve Kerr, c'est tous des blaireaux. Donne-moi la balle. Allez, hop. Non mais et on en a parlé. Moi, je vais juste lancer là-dessus. Lancer non, mais juste le dire. On en a parlé. C'était la semaine dernière, tous les trois. L'impact de Steph Curry, alors dans l'histoire du basket, mais aussi de tous les gens qui l'ont entouré. Tout à l'heure, Tom, tu parlais, je crois que c'était de Jokic qui disait combien de mecs ont eu des contrats ou des machins grâce à lui. Mais en fait, t'as plein de mecs, Draymond Green en premier, on en a parlé la semaine dernière, Steve Kerr,
Tu vois, alors qui a eu une carrière de joueur avant tout ça, tout le respect, tout ça. Mais là, les dernières années de Kerr et de tout l'ensemble Warriors, l'impact que ce mec-là a eu sur une franchise, sur une ville, en fait, carrément, sur la ville de San Francisco aux États-Unis, il faut le dire. Si aujourd'hui il y a une franchise WNBA, les Valkyries, Tom, tu connais très bien, qui est arrivée l'année dernière, on en avait parlé, mais c'est en partie parce que Steph Curry a fait tout ce qu'il a fait à Golden State. Donc, en fait, il a un impact tellement énorme sur tout, en fait, et même sur des choses qu'il ne maîtrise pas, j'ai envie de dire, que ce mec-là doit être dans ce classement. Il pourrait être numéro 1, ça pourrait s'entendre, mais en tout cas, pour nous, il est numéro 2. Non, mais ça pourrait pas s'entendre pour Tom, mais en tout cas, pour tous les 4, Non, mais on est tous d'accord pour dire vraiment qu'il est dans le top 5 et qu'il est deuxième. Par contre, bon, à part Yannick, puisque là, vraiment, je l'exclus de la discussion. Pour les gens objectifs. On y arrive. Pour les gens objectifs, Steph ne peut pas être devant LeBron. Mais après, ça. Après, mais en fait, alors, la question, elle se pose quand même. Les JO, triple saut. Après, elle est vite répondue, mais la question se pose. Oui, c'est ça. T'as des questions des fois que tu te poses, mais tu réponds très vite et tu passes à la suite. Voilà, c'est ça. Tu te dis Steph, LeBron, LeBron. Ok, bon, voilà. C'est voilà comment tu raisonnes. Ah, moi, on va quand même demander le numéro 1. Lanceur de perche, là, vas-y, on t'écoute. On va demander notre numéro 1 à notre maître du basket à tous. Yannick. Allez, grand magnifique. Alors, attends, si tu mets 4 places devant LeBron, que je rigole. Alors, pour moi, et tu vois, dès que tu m'as posé le numéro 1, si, Duncan. Mais non, Duncan, je le. Non, il est non, tu l'as 4. Putain, mais t'as qui? Mais attends, t'as qui du coup? Parce que. J'ai Kobe. C'est Kobe, c'est évident que c'est Kobe. T'as Kobe en. Non, mais t'as Kobe en. Tous les jours. Bah, vas-y, on t'écoute et après, nous, on ira un peu sur. Alors, du coup, Tom a quitté l'émission. Ouais, mais c'était mieux. Ah, Yannick, tu l'as vexé. Non, t'as vexé notre invité, ça, franchement. Mais moi, je m'en fous. Et écoute, je préfère avoir raison tout seul que avoir tort avec tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, quelqu'un qui estime avoir raison tout seul, c'est qu'il a tort déjà. Mais vas-y, on t'écoute. Ok, bah écoute, on en parlera. Tu referas des cours d'histoire, hein, s'il te plaît, parce que je vais te donner des contre-exemples. Parce qu'en plus d'être la Bible du basket, tu es aussi la Bible de l'histoire. Prof d'histoire, Géo le week-end, Yannick. Mais c'est merveilleux. Mais alors, je vais revenir sur Kobe Bryant. Pour moi, Kobe Bryant, surtout la période 24, 24, c'était juste. Moi, c'était mais tellement, c'était le joueur qui a inspiré tout le monde. Et je peux même pas l'expliquer pour moi tellement c'était obvious. Dès que tu m'as parlé de ça, c'est le premier qui m'est sauté dessus. Après, moi, votre gars, Votre gars. En toute objectivité, votre gars, le mec. En toute objectivité, il dit votre gars. Mais comment vous voulez l'écouter sérieusement derrière? Alors, attends, juste une question. Crédible. Alors, je vais te poser une question. Quelle décennie il a été le numéro 1 sur quelle décennie? La décennie 2010, déjà pour commencer. Faux. Alors déjà, hop, faux. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Mais qui est plus marquant que LeBron James sur la décennie 2010, Yannick? Vas-y, Père Castor, on t'écoute. Steph Curry, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes sur l'ensemble de la décennie 2010? Ok, alors attends. Alors, donc, on va commencer en 2011. Ok, il gagne le premier titre. Ok, le premier titre. Le deuxième face aux Spurs, merci Ray Allen. Il doit jamais le gagner. Le deuxième, il se fait laver. Et en plus, le gars, il va du côté de Miami, qui est même pas son équipe. On l'a dit, le patron, c'était Dwayne Wade. Il a appris ça. La belle histoire, le titre, je te l'accorde, le titre des Cavs. Il y a des ombres, mais ok. Et après, pour moi, et après 2016, hein, je sais pas, le plus grand titre de l'histoire du basket, par exemple, pour commencer, une équipe qui est menée 3-1. D'accord, avec une suspension qui est douteuse. Oh non. Douteuse d'un mec qui met des coups de pied dans les couilles des gens. Non mais tu te ridiculises, Yannick, là. Tu te ridiculises. Ressaisis-toi, redeviens crédible. On perd en audience, là. Tu vas perdre les gens. Alors, ok. Tu vas toujours parler du chase block. Qui met le dagger? Ah non, je parle pas du chase block. Je parle d'un mec qui tourne sur une série à plus de 40 points de moyenne et qui revient avec son compère Kyrie Irving et qui bat la plus grande équipe parce que
toi qui aimes te baser sur des faits, le record avait été fait du coup par les Warriors en saison régulière. Ouais. Les Warriors font des playoffs extraordinaires. Les Warriors arrivent en finale, mènent 3-1. LeBron arrive en conférence de presse et dit très bien, on va s'en occuper. Qui met plus les paroles sur les actes que ce qu'a fait LeBron James en 2016? Alors là, écoute, moi, encore une fois, ça ne m'a pas touché. Mais ça ne Le te gars- touche pas parce que tu n'étais pas supporter des Cleveland Cavaliers, Yannick. Si tu étais Mais supporter des Cleveland Cavaliers, Oui, ça t'aurait ah, touché en fait. bien Et sûr, si mais t'es j'ai jamais- supporter, mais si t'es supporter du basketball, tu peux pas me dire que ce titre-là ne te touche pas. Sinon, Non, c'est ça ne me touche incompréhensible. pas. Ça ne me touche pas. Écoute, est-ce que alors Ça moi, te touche pas. vu que t'es fan de D'accord. foot, vu que t'es fan de soccer, un Mhm. titre de l'OM, ça te touche ou pas? Donc là, tu es en train clairement de me dire que tu détestes LeBron James à un tel point que tu manques d'objectivité avec lui. Parce que moi, en tant que supporter parisien, je ne suis pas objectif avec Marseille. Donc là, tu Voilà. viens très clairement de Donc, me dire que tu n'es pas objectif avec LeBron. mais ça me touche pas, ça me touche pas. Tu vois, regarde, il passe à côté, ça ne me touche pas ce qu'il a fait. Je trouve que, en Mais fait, pourquoi ça le ne touche gars, pas? Parce que tu le détestes. Qu'est-ce Attends, qu'il a attends, fait? attends. Il a piqué tout. Laissez-vous finir au moins une phrase. Yannick, termine vite fait, s'il te plaît. Termine sur LeBron. Et Non, après, moi, je c'est-à-dire- veux que tu prennes 2 minutes. Je veux que tu prennes 2 minutes pour nous expliquer pourquoi tu as mis Kobe en 1. Alors, ok. Alors, moi, LeBron, ça ne m'a jamais touché par rapport à toute sa carrière. Ça ne m'a jamais touché. Ok. Je trouve que le gars, je reconnais le talent, je sais que c'est un très bon joueur, tout ça, mais encore une fois, c'est une question de choix. Je n'aime pas sa carrière et je trouve que il a été, tu vois, the decision. Rien que pour ça, tu ne peux pas. La communication qui est faite autour, moi, ça m'horripile. Je ne vois pas. Il serait resté toute sa carrière du côté de Cleveland. Il n'aurait pas été chercher une bague, apprendre à gagner avec Dwayne Wade. Il aurait fait, parce que on lui a fait venir tous les joueurs à chaque fois. Et encore une fois, son titre de 2016, ok, il fait des finales exceptionnelles. Ok, je te l'accorde. La saison régulière, lambda. Il a pu se reposer toute l'année. Il refait l'équipe. Lambda en 38-8. Yaya, après. Et voilà. Yaya, Et après, et toi, moi, tu as ton numéro 1, c'est pas LeBron. Yaya, ton numéro 1, c'est pas LeBron. Ouais. Donc, non. les gens qui nous écoutent ont peut-être envie de comprendre pourquoi, du coup, toi, tu mets Kobe numéro 1. C'est peut-être pas l'avis général et l'avis majoritaire, mais en tout cas, c'est le tien. Mais vas-y, on te donne, franchement, je te donne 2 minutes et après, on enchaîne rapidement sur LeBron et on termine. Parce que pour moi, c'est l'amour du basket. Alors, je comprends qu'il ait été ultra clivant, tout ça, mais pour moi, c'est le gars, même s'il n'a pas toujours tout fait, mais c'est le gars à qui tu donnes la balle à la fin, et c'est lui qui va te mettre le panier de la gagne à chaque fois. Ou le rater. Mais c'est pas grave, il le prend. Et tu vois, moi, Kobe Bryant, c'est le mec, c'est un des premiers qui était de ma génération. On avait 1 an d'écart, 1 an et 1 jour exactement. Et c'est le premier qui m'a fait lever de mon canapé. Et en plus, tu vois, un truc tout bête. Il va au All-Star Game, il y va pour gagner. Il y va pas juste pour se montrer et on sait pas pourquoi. Donc, ça arrête. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il a été gagné un concours de dunk. Certes, c'était la période d'avant, mais tu vois, le joueur Kobe Bryant, ben moi, ça me fera toujours un truc. Et je suis d'accord que le fait qu'il y ait eu ce tragique accident me le fait remonter. Mais pour moi, ça reste la Mamba mentality, même si je déteste ce truc. Mais il y a tout ce côté de Kobe qui fait qu'il y a son aura, tout ça qui est au-dessus. Et c'est ça. Moi, c'est du pur affectif. De toute façon, les 5, c'est juste par rapport à ce qu'on a vécu. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure dans les critères en introduction. Anna, qui a fait une sieste de 1/4 d'heure depuis tout à l'heure, si t'es réveillé. LeBron numéro 1, pour toi, pour moi et pour Tom, mais moi, je veux pas avoir grand-chose à dire parce que vous avez suffisamment parlé, mais pour toi, est-ce que c'est un numéro 1 incontestable? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Pourquoi tu l'as mis numéro 1? Voilà, donne-nous un petit peu tes arguments. Alors, numéro 1, quasiment incontestable. Comme j'ai dit, Steph Curry, la question, elle s'est posée et ça a été vite répondu. C'est incontestable parce que LeBron, c'est encore une fois, c'est générationnel, mais pas seulement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la NBA, le visage de la NBA, c'était LeBron James pendant 20 ans. Et quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille faire dire ou entendre, alors ok, avec la complicité de la NBA, parce que la NBA a bien voulu, c'est une image que la NBA a aimé porter, déjà avec The Chosen One au départ, et ensuite avec ce modèle de famille, etc., ce côté un peu cyborg physique, tout ça, tout ça, ça joue beaucoup. Et puis il y a les accomplissements. Alors, ok, c'est 10 finales NBA, c'est pas autant de bagues, c'est seulement 4. Bon, on en seulement entre guillemets. Donc en fait, on fait un peu les enfants pourris gâtés dans cette histoire. Il faut quand même aussi se dire que 10 finales NBA, c'est pas rien. C'est le meilleur marqueur de tous les temps. C'est la 23 ans dans la NBA, à 41 ans qu'il sort encore des lignes de stats. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'attitude actuelle au sein des Lakers, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce qu'il a apporté à la NBA, sur l'aura qu'il a, sur ce qu'il a apporté aussi à la marque NBA, pas seulement au jeu. C'est hyper important et en moi, si c'est The Chosen One de King James, c'est pas pour rien et encore une fois, je pense que c'est incontestable à cette place-là. Il y a plein de choses et Tom en a déjà parlé, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais moi c'est mon regard et je considère sincèrement que LeBron James a révolutionné à sa manière la NBA. Et je parle pas seulement du jeu, je parle de la NBA en général. Ah oui, oui, je pense que là-dessus, on est tous un petit peu d'accord quand même sur tout ce qu'il a pu apporter. Pas tous, hein, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous d'accord. Hein. Oui, non, bon, bref, voilà, la majorité. Est-ce que tu veux, pour te laisser la main et pour conclure sur ce top 5 là, Tom, nous parler un petit peu de LeBron en version raccourcie? Non, moi mon numéro 1, c'est pas LeBron. Hein. Oh, Bah ouais, mon numéro 1, c'est Udonis Haslem. Ah. En fait, c'est Udonis Haslem parce qu'il a fait toute sa carrière à Miami, que dans le vestiaire, il se permettait de mettre des gifles aux gens. C'était génial, tu vois. J'aurais aimé avoir un leader comme Udonis Haslem. Mais non, mais soyons sérieux 2 secondes. Anna, t'as très bien résumé la situation. C'est-à-dire que toute la narrative autour de LeBron, et c'est très rigolo parce qu'on a plein d'exemples actuellement, qui aurait assumé et aussi bien assumé pendant 23 ans toute la pression médiatique que ce gamin a eue dès qu'il avait 12 ans. Prenons juste les exemples suivants. Hein. Zion Williamson. Ouais, j'allais le dire. Bah ouais, mais c'est un très bon exemple en fait. Qui a autant assumé tout le poids qu'on a mis sur LeBron alors que c'était un gamin de 12 ans et a assumé ça pendant 23 ans derrière. Je vais même pas ressortir les arguments de longévité, de souvenirs incroyables d'actions phénoménales, de le mec il a encore 41 ans, ça fait 1 mois qu'il tourne en 28-8-8. Tu vois, c'est ça la beauté du joueur, c'est que t'as pas besoin de rappeler ce genre d'action-là. Parce qu'en fait, tu dis LeBron James, tu les as direct. Mais c'est surtout qu'en 23 ans, il y a eu quand même quelques actions. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous faire penser que le mec n'était pas clutch. Bah, je pense, Anna, toi, en tant que supportrice des Celtics, on peut parler aussi aux supporters des Raptors, des Pacers. On peut leur demander si ce mec-là n'est pas clutch. Et moi, j'estime qu'en fait, et ça va peut-être faire un peu mal à Yannick, hein, mais j'estime qu'un excellent leader, c'est pas quelqu'un qui prend le dernier shoot. C'est quelqu'un qui fait le meilleur choix au meilleur moment. Donc, j'estime que LeBron James qui fait une passe à, là, très récemment, à Rui Hachimura pour un buzzer beater, c'est un bon choix. LeBron James qui va faire une passe dans la bulle, même s'il le met pas à un shooter ouvert, c'était Danny Green, en finale contre Miami. Il le rend pas, mais c'était le meilleur choix. Moi, j'estime que le meilleur leader que je puisse avoir, c'est pas quelqu'un qui va dire. Et tu sais quoi, c'est très particulier, hein, parce que quels ont été les meilleurs moments de leadership de Michael Jordan? C'est quand il a dit à Steve Kerr, t'inquiète, je t'envoie la balle, mon frérot. Tu vas être démarqué, tu vas être ouvert, parce que ça, c'était le bon choix, c'était le bon play au bon moment. Donc pour moi, le leader parfait, c'est quelqu'un qui va faire le bon choix et le bon play au bon moment. J'estime que LeBron James, en 23 ans de carrière, ce qui est quand même pas dégueu, hein, et au-delà de toutes les stats que tu as rappelées, parce qu'il est numéro 1 partout, que ce soit en saison régulière ou en playoff, quasiment. On parlait du positionless, si c'est pas un joueur révolutionnaire, quel joueur a joué du poste 1 au poste 5 dans sa carrière? LeBron James. LeBron James a commencé un match en étant pivot, Yannick. Magic aussi, un match décisif de finale. Il a joué poste 2, Magic. Il a joué poste 3. Il a joué poste 4.
Non, C'est bien. LeBron a commencé, LeBron a commencé au moins un match de sa carrière dans toutes les positions et dans tous les postes. À chaque fois qu'il l'a fait, il a dominé. C'est simple, hein, LeBron, il a joué un match en tant que pivot titulaire, il a mis 56 points. Bref, fin du débat là-dessus. En fait, LeBron, on peut le détester. Je comprends que tu détestes la narrative autour de LeBron. Et là, franchement, je l'entends et je le respecte vraiment. Par contre, tu peux pas manquer autant d'objectivité et dire que ce mec-là n'a pas marqué la NBA parce que... Mais j'ai jamais dit le contraire. Ah bah, tu l'as un peu dit. Et puis le fait de mettre 4 mecs devant lui en me disant simplement que le mec n'a pas dominé une décennie alors qu'il a dominé quasiment 3 décennies dans lesquelles il a joué. Non, mais attends. Non, je te dis, et quelle décennie il a été le numéro 1? Ah, la décennie Si tu me dis les 2010, 2010, moi je suis désolé, c'est la décennie Stephen Curry pour moi. Il a ça coupe, je vous révolutionné. entends plus. Non, t'inquiète pas, on a juste, on donne l'info aux gens, on a juste Anna qui a dû quitter l'émission pour. Mais du coup, pour, j'entendais plus Yaya, du coup. Pardon, excuse-moi, Yannick, ça t'a coupé. Non, ce que je disais, c'est que pour moi, les années 2010, c'est les années Warriors et Stephen Curry. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, il n'a pas dominé. Et pour moi, oui, il a dominé la NBA. Oui, les années 2000, c'est pas lui. Je suis désolé. Il y a eu plein d'équipes, mais c'était pas lui parce qu'il n'a pas eu de titre déjà. Et pour moi, voilà. Après, c'est une question de choix et de goût. Alors maintenant, tu peux me faire ce que tu veux. Tu peux me dire n'importe quoi. Ça ne me fera jamais changer d'avis. Donc voilà. Bon, voilà. Alors, pareil, on donne les coulisses. Ça fait à peu près 4 minutes qu'on est avec Tom et moi, on est en train de faire des signes temps mort à Yannick. Stop, on arrête parce que là, on est en train de faire péter le compteur de l'émission et en plus, voilà, on peut plus aller au bout de l'émission. Mais on savait que ça allait être une émission qui allait durer et qui allait faire débat. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de nous suivre, en tout cas, auditeurs, auditrices de l'épisode. Si vous nous avez écoutés en plusieurs fois, on vous en veut pas, évidemment. On va faire très court. Vous allez retrouver Elliot là dans quelques instants, dans quelques secondes. Petite entrevue, discussion avec Pascal Siakam et la bonne dynamique des Pacers en ce moment. Il faut la saluer. Pascal Siakam que vous allez entendre en français en plus dans cette petite pastille. Donc là, c'est juste après le temps de vous remercier. On remercie Anna, mais qui a dû partir. Merci Yannick, merci Tom évidemment pour la présence, pour l'émission, pour la globalité de ce que vous nous avez proposé. Avec grand plaisir. Merci à vous, Tom. On le retrouve sur la chaîne Coast to Coast, évidemment. C'est tous les week-ends avec l'ami Quentin et sur les réseaux sociaux. Donc, allez-y. Voilà, vous avez tout notre aval pour y aller. Yaya, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Les podcasts aussi, Tailgate, la NFL, les playoffs, là. On arrive dans le dur. Il y a un week-end de playoffs qui vient de se conclure. Et donc, Elliot, tout de suite, Elliot N1 avec Pascal Siakam. Bonne soirée, bonne journée. Profitez bien du basket et à plus tard. Salut tout le monde, bienvenue dans Elliot N1. Aujourd'hui, on va parler basket et on va parler statistiques. Elliott by himself and one. And it's up to 9 with 104 remaining. Premièrement, désolé pour ma voix légèrement différente. Le froid d'Indianapolis ou les dunks en arrière de Geoff m'ont causé un sévère mal de gorge. Bref, si on parle de la saison des Pacers, on est obligé d'être honnête, collectivement, c'est compliqué. 10 victoires en 44 matchs, dernier bilan de la conférence Est. Mais au milieu de ça, il y a un joueur qui, lui, répond toujours présent quand le match se joue sur une ou deux possessions, et ce joueur, c'est Pascal Siakam. Cette saison, Siakam est à égalité pour le deuxième plus grand nombre de paniers inscrits dans les 10 dernières secondes des matchs serrés en NBA. Et parmi tous les joueurs avec lesquels il est à égalité, il y a un détail qui change tout, il est le seul à être à 100% de réussite sur ses tirs, 0 déchet. Et quand on regarde les matchs un par un, ça prend encore plus de sens. Dès le début de saison, contre Golden State, il plante à 3 points à 37 secondes de la fin pour donner l'avantage décisif aux Pacers, victoire. Fin novembre, face à Chicago, il prend son tir à mi-distance, sans froid total et laisse à peine une fraction de seconde sur l'horloge, game winner. Plus récemment, sur la dernière semaine, il enchaîne. Contre Charlotte, il marque à 11 secondes de la fin pour repasser devant. Contre Boston, 7 secondes à jouer, il attaque et score. Et les Pacers gagnent encore. 2 tirs, 2 victoires dans une série qui relance un peu l'équipe en ce début d'année 2026. Et ce n'est pas tout. Il a aussi le premier match de la saison contre OKC où il envoie le match en prolongation avec un tir à 6 secondes de la fin, puis marque encore en overtime, ou encore contre New York mi-décembre, 2 lancers francs importants pour repasser devant.
même si Brunson finira par répondre derrière. Au total, sur une saison où Indiana a gagné 10 rencontres, Pascal Siakam a directement pesé sur 6 fins de match, soit en égalisant pour arracher une prolongation, soit en mettant les points de la victoire, soit en donnant l'avantage sur la dernière possession. 4 victoires quasiment offertes à lui seul, balle en main, alors qu'il est l'objet d'une pression défensive adverse terrible. Si l'on prend l'exemple du match mercredi dernier contre les Raptors, première possession des Pacers, le Camerounais voit une prise à 2 arriver avant même d'avoir reçu le ballon. Avec donc cette attention constante, cette saison, Siakam affiche des moyennes de 23,6 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et un peu plus d'une interception par match. Alors oui, les Pacers sont derniers à l'Est, oui, le bilan collectif ne plaide pas en sa faveur, mais Siakam mérite les louanges et potentiellement une sélection au All-Star Game. Après la victoire contre Boston, je lui ai posé la question en français sur sa capacité à répondre présent dans les moments clutch, et sa réponse en dit long sur son calme, sa lucidité et sur pourquoi, même dans une saison difficile, Pascal Siakam reste un joueur à part dans cette ligue. Je vous laisse avec les mots du champion NBA 2019 et on se retrouve juste après. Là, t'en as eu 3, tu les as mis contre les Bulls, les Hornets et ce soir. À quel point ça te fait plaisir de pouvoir prouver que t'es un des joueurs les plus clutch de la ligue? Ah ouais, à la fin, je sais que je peux toujours le faire. Donc, quand on te met dans les situations, ça fait plaisir de pouvoir. C'est un honneur de pouvoir prendre ces tirs-là parce qu'à la fin, tu travailles toute ta vie, tu travailles tous les jours pour avoir cette opportunité. Et quand tu es là, il faut juste essayer de les mettre. Et bon, pour nous. On sait quand Tyrese est là, c'est lui et moi, on est dans les actions et s'il prend le tir, il prend le tir. Si je prends le tir, je prends le tir. Donc c'est pas une question de qui va le prendre ou pas. Je pense que c'est dans les situations où on voit ce qu'on peut faire et ça aide que maintenant quand il n'est pas là, je peux prendre ses tirs. Donc on aura plus de situations quand il revient. Peut-être parfois c'est lui, parfois c'est moi. Donc mais à la fin c'est bon, on veut juste avoir le meilleur tir possible à la fin du match. Parfois on dit que le jeu ralentit. Est-ce que sur les game winners comme ça, tu vois le terrain un peu différemment et le chrono, comment tu gères tous ces moments-là? Ouais, il faut être patient, je veux dire, parce que à la fin, tu veux pas, tu dois avoir un tir à la fin hein, et tu dois avoir le temps et pour que tu laisses pas beaucoup plus de temps à l'équipe adverse. Il y a beaucoup de trucs qui se passent, donc ouais, c'est juste. Avec le temps, tu travailles dessus et bon, tu essaies juste de faire le plus mieux possible. Si vous voulez d'autres contenus sur les francophones en NBA et sur les Pacers, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux, Elliot Caillot. Vous retrouvez Chris et l'équipe la semaine prochaine pour un podcast et moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.